Bonsoir et Sahaïdkoum, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'édition spéciale sur Al 24 News. L'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux puissances rivales du Moyen-Orient, viennent de clore un 5e chapitre de pourparlers à Bagdad en vue d'un éventuel rapprochement, un round qui se distingue des précédents puisque l'Irak, pays hôte de ces négociations, a fait part à leur issue et par la voix de son Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi de son espoir de voir une reprise des relations diplomatiques suspendues en 2016. On n'en est pas encore là, mais tout porte à croire qu'un avenir moins tendu se profile à l'horizon. Si les relations se réchauffent, quelles en seraient les répercussions sur la région? Pour tenter d'y répondre, nous avons avec nous Tawfiq Hamel, docteur en histoire militaire, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur, vous m'entendez? Ouais, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Est avec nous également via Skype François Deroche, président de l'association Justice et Droits sans frontières. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci beaucoup. Je salue également notre troisième invité, Thierry Coville, spécialiste de l'Iran. Bonsoir monsieur. Monsieur Coville, vous m'entendez? Monsieur Coville. Je vous entends, mais... Bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors tout d'abord, Tawfiq Hamel, comme on vient de le mentionner, l'Arabie Saoudite et l'Iran connaissent depuis des années un froid diplomatique. Y a-t-il, selon vous, un espoir de voir ces deux puissances se réconcilier et quelles en seraient les répercussions pour toute la région? Monsieur Hamel, oui. Concernant les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, alors, il y a des différences structurelles entre les deux pays, d'une part, et en même temps, comme les deux pays se partagent le golfe Persique, les deux États ont intérêt à ce que la région retrouve sa stabilité. Oui. Et en même temps, les deux États ont des intérêts qui divergent et il y a des rivalités régionales qui structurent les relations dans cette région, en particulier entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui. Ensuite, il y a la question énergétique. Il faut envisager les conséquences du retour de l'Iran sur la scène régionale et sur la scène internationale. Un tel retour aura nécessairement des répercussions et des applications sur la place de l'Arabie Saoudite dans la scène régionale, comme puissance régionale et comme puissance énergétique. Alors, d'une part, les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, ne veulent pas une entente ou que des négociations avec les Américains aboutissent, parce que de telles négociations. Et il y a un compromis, il y a de fortes possibilités que le compromis sera réalisé au détriment des intérêts des pays du Golfe, et notamment même Israël. Et en même temps, les pays du Golfe veulent éviter une nouvelle secousse et une nouvelle régionale qui sera dévastatrice pour toute la région. Globalement, tous les scénarios sont ouverts pour l'instant. La question reste ouverte. Il y a des négociations, ça fait un moment depuis que ça a commencé, et jusqu'à maintenant, les résultats sont très mitigés. Et il y a peu Alors, globalement, la question reste ouverte. Comme le pire est possible et le meilleur est possible. Donc beaucoup de dossiers, à vous en croire, Monsieur Hamel, dépendent de l'avenir d'un éventuel rapprochement entre ces deux rivaux que quasiment tout oppose. On le sait, l'Iran est à majorité chiite, l'Arabie Saoudite sunnite. Les deux pays mènent ce que beaucoup qualifient de guerre par procuration au Yémen. François Deroche, vous qui connaissez bien ce dossier pour en avoir défendu les droits de l'homme, que gagnerait le conflit au Yémen si la paix se concrétise aujourd'hui entre Riyad et Téhéran? On arrêterait cette guerre meurtrière, qui est la guerre au Yémen, qui aujourd'hui, vous savez, tout le peuple yéménite, pratiquement à 80%, vit dans la famine. Ce serait la première conséquence positive de cette guerre
absolument absurde. D'ailleurs, quand le ministre de l'Information, Qaddafi, à l'époque, avait qualifié cette guerre d'absurde, il a été obligé, sous la pression saoudienne, de démissionner. Je parle du ministre de l'Information libanais. Oui. Bien sûr, le différent entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est pas un différent économique, c'est pas un différent politique, c'est un différent idéologique. Vous avez d'un côté l'Iran qui veut contrôler le monde arabo-musulman, le monde musulman, pas uniquement arabo-musulman, mais de l'autre côté, vous avez les sunnites qui sont représentés par l'Arabie saoudite, qui veulent leur côté contrôler ce monde musulman. Bien sûr, vous savez, depuis... Mais l'enjeu est plus que confessionnel, monsieur Deroche, vous ne croyez pas? Alors, écoutez, si vous voulez, je voudrais revenir sur l'origine. Oui. L'origine, les différents, il est structurel. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas... Le différent, il est structurel. Ce n'est pas deux pays qui se chamaillent entre eux et qui rompent leurs relations diplomatiques pour un différend politique, économique ou autre chose. Là, c'est vraiment idéologique. Vous savez, d'ailleurs, dans la religion chiite, j'ai appris récemment que le fait d'aller tuer un sunnite, ça vous élève chez Dieu. Enfin, c'est aberrant. C'est une aberration totale. Je parle de point de vue idéologique. Et puis là, quand on voit ce qu'a fait le Hezbollah au Liban, ce qu'a fait le Hezbollah en Syrie, ce qu'a fait, je parle de l'Iran, parce que le Hezbollah, c'est la main armée de l'Iran dans ces pays-là. Les Houthis qui aujourd'hui font trembler le monde, les bourses du monde et l'énergie du monde rappelez-vous, quand ils ont attaqué avec un drone les installations Aramco en Arabie Saoudite, ces attaques ont coûté 2 milliards, ont pratiquement arrêté la moitié de la production pétrolière. Et puis il y avait quand même une donne assez importante, c'est que d'un côté, au départ, les Saoudiens se reposaient sur les Américains ils croyaient les soutenir en tout état de cause. Or, ce qui s'est passé, rappelez-vous, quand ils ont été attaqués, à l'époque, M. Trump a demandé aux Saoudiens de se débrouiller eux-mêmes. C'est-à-dire, et là, il y a eu une sorte de peur. Et aujourd'hui, quand on voit les déclarations de M. Mohammed Ben Salman en 2017, quand il a dit « moi j'irai en Iran et je ferai la guerre là-bas », et là, il commence à revenir sur ses déclarations et dire que l'Iran, c'est un pays qui est fréquentable, c'est un voisin, il faut négocier avec lui. Il a changé de donne, mais il n'a pas changé de donne parce qu'il y a eu une illumination dans la nuit. Pourquoi, il a changé parce qu'il a vu ses installations pétrolières menacées. Et donc, devant cette force, parce que les Houthis aussi ont pris le dessus sur le Yémen, donc ils ont réussi à négocier, à trouver un terrain d'entente. Pour le moment, rien n'est donné encore, rien n'est acquis, mais on est en bonne voie pour avancer. Avant de donner la parole à Thierry Coville, Monsieur Deroche, vous croyez qu'il y a une chance que ces deux puissances puissent s'accorder dans l'immédiat? Écoutez, aujourd'hui, je pense que la peur de cette, parce que les Houthis ont pris le dessus sur l'Arabie Saoudite. La guerre au Yémen, elle est en train de prendre un tournant. Ce n'est plus avant. Ils pensaient comme Poutine avec l'Ukraine. La coalition arabe pensait en un temps de mouvement, on va attaquer, on va envahir le Yémen et on va le prendre. Et ils se sont heurtés à une opposition farouche. Et aujourd'hui, tous les stratèges militaires nous prouvent nous disent que les Houthis ont le dessus sur cette guerre et aujourd'hui sont menaçants pour l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, vu l'absence de l'allié américain qui a toujours été présent, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle est partie négocier, demander le soutien d'Israël contre l'Iran et contre le nucléaire iranien, mais aujourd'hui, c'est vraiment la peur des Houthis et surtout cette guerre qui va maintenant
qui n'avance pas comme l'ont souhaité les Saoudiens, et c'est elle qui oblige les Saoudiens d'aller négocier avec les Iraniens pour sortir la tête haute. Voilà. Nous allons donner la parole, si vous le permettez, à Monsieur Coville. Je me tourne donc vers vous, Thierry Coville. Autre enjeu de ce rapprochement, et pas des moindres, le dossier du nucléaire iranien qui patine à Vienne. Riyad pourrait-elle faire pencher la balance en faveur de Téhéran, selon vous? Non, autant le sujet de votre émission est important, autant je pense qu'il faut séparer les deux dossiers. D'après ce qu'on sait, hein, les négociations actuellement pour le retour des États-Unis dans l'accord de 2015 se font essentiellement entre l'Iran et les États-Unis. On sait que ce qui bloque actuellement, c'est que l'Iran demande que les passes d'Aran soient sorties de la liste des organisations terroristes des États-Unis. Donc c'est vraiment ça et les États-Unis pour l'instant refusent. Alors, d'un autre côté, mais ce serait plutôt indirect, c'est-à-dire, je pense effectivement, ces meilleures relations, cette nouvelle phase dans les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, peut être interprétée, et je pense que c'est une réalité, sur le fait qu'on passe dans une nouvelle phase où effectivement, comme vous l'avez dit, les deux pays arrêtent de se faire la guerre de manière indirecte. Donc ça va dans le sens d'un apaisement de la situation dans la région, et c'est vrai que parmi les dossiers qui fâchent entre, on va dire, les Occidentaux et l'Iran, il y a le dossier nucléaire iranien, donc je viens d'en parler, il y a également la politique régionale de l'Iran et le programme balistique de l'Iran. Donc on va dire, cette amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, il faut rester prudent, irait quand même dans le sens de la perception d'un Iran moins agressif dans la région. Admettons, Monsieur Coville, qu'il y a un rapprochement tout de suite, là, maintenant. Quelles en seraient, selon vous, les répercussions directes sur la région? Oula, déjà, je pense que ça ne va pas arriver comme ça. Quand on voit comment les Iraniens procèdent, c'est toujours compliqué de négocier avec eux. Ça bloque que du côté iranien, selon vous? Non, mais je veux dire, il ne faut pas s'attendre. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais on arrive dans cette situation, si vous voulez, je pense qu'il y a l'affrontement de deux perceptions. C'est compliqué, mais disons, du côté iranien, moi, je n'adhère pas au discours qui consiste à dire que l'Iran veut dominer la région. Je pense que ça a été une suite d'enchaînements. L'Irak est très important pour aucun moment, oui. À aucun moment, M. Coville, on a dit que l'Iran dominait la région. C'est juste qu'il s'agit d'une puissance régionale non négligeable. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a l'affrontement de deux perceptions. Je pense que progressivement, effectivement, l'Iran pour un certain nombre du fait notamment de la guerre Iran-Irak, du fait du danger que représentent des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda pour les chiites et la stabilité dans la région, du fait de la peur d'une attaque militaire américaine et israélienne contre l'Iran, parce que l'Iran sait qu'ils ne feront pas le poids sur le plan conventionnel, c'est imposé petit à petit l'idée que l'Iran doit avoir une présence, et ça je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, c'est qu'ils ont une présence entre guillemets militaire dans la région. Mais il y a vraiment un objectif de défense du territoire iranien. Effectivement, du côté saoudien, et on sait depuis la chute de Saddam Hussein, il y a la perception que l'Iran avance ses pions dans la région. Donc c'est vraiment l'affrontement de deux perceptions. Et effectivement, ce qui est un point important, vous avez raison, c'est c'est un affrontement géopolitique, où je ne pense pas que la religion soit prioritaire. La religion est vraiment instrumentalisée. Alors je connais moins l'Arabie saoudite, mais je crois que c'est le cas en Iran. Et qu'est-ce qui a motivé, selon vous, ce rapprochement? Tout à l'heure, M. Deroche a dit que le conflit au Yémen commençait à coûter un peu cher à l'Arabie saoudite. Pensez-vous que cela a poussé ces deux pays à s'accorder ou trouver un terrain d'entente? Alors, effectivement, c'est moins vrai du côté iranien, parce qu'une des caractéristiques de la politique régionale de l'Iran, c'est vraiment l'efficacité. Par rapport à ce que dépense sur le plan militaire l'Arabie saoudite, l'Iran a toujours pensé qu'effectivement, il passe des alliances avec des groupes locaux. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué dans le cas de l'Iran. Il laisse une certaine liberté, autonomie aux groupes locaux. D'ailleurs, les groupes locaux souvent donnent la priorité, même le Hezbollah au Liban donne la priorité à ses intérêts locaux, tout en effectivement, cette alliance est forte avec la République islamique d'Iran. Donc, si vous voulez, il y a une alliance. Donc, je pense que les Houthis, il faut bien noter que les Houthis n'obéissent pas complètement à l'Iran. Il y a une alliance. Pour l'Iran, effectivement, la guerre au Yémen était vue comme une façon d'affaiblir l'Arabie saoudite. Je pense qu'on est passé dans une nouvelle phase. L'Iran se sent solide dans la région. D'un autre côté, ils voient bien qu'ils ont des difficultés. C'est pas aussi simple que ça. S'ils veulent avoir une présence pérenne dans la région, notamment en Irak, les dernières élections législatives
on veut un recul des partis chiites liés à l'Iran. Donc je pense qu'il y a l'idée que, effectivement, les deux pays ont plutôt à perdre, comme ça a été dit, s'il y a un affrontement indirect dans la région. L'Iran veut passer dans une nouvelle phase, il y a des intérêts économiques en jeu, l'économie iranienne traverse une crise économique et sociale très grave, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que les deux pays ont à gagner s'ils s'entendent mieux. D'un autre côté, et là il faut être prudent, d'après ce que je sais du côté iranien, ils n'envisagent absolument pas que leur influence régionale, ce qu'ils appellent leur profondeur stratégique, s'affaiblisse. Donc l'idée c'est de négocier avec l'Arabie Saoudite, de calmer le jeu, éventuellement, mais comme je vous dis, je pense qu'ils ne contrôlent pas aussi bien que ça les Houthis au Yémen, de calmer le jeu tout en restant puissants dans la région. Donc c'est pour ça que ça s'annonce, c'est mieux qu'ils se discutent entre eux, mais je ne crois pas que ça va se régler comme ça d'un coup de baguette magique. Ouais. Et une autre puissance pourrait tirer son épingle du jeu ou pas, hein, parlons des États-Unis si vous le voulez bien. Quelles répercussions, ou plutôt les États-Unis sortiraient-ils gagnants ou perdants de ce rapprochement? Écoutez, moi je pense que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui rêvent qu'il y ait un affrontement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, que les choses ne s'arrangent pas dans la région et que ça conduise à un affaiblissement de l'Iran. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, une des demandes quand même depuis longtemps des Américains et des Européens aussi, c'est que l'Iran arrête avec sa... Là, le ministre des Affaires étrangères français a utilisé l'expression, je crois, le caractère hégémonique de la politique iranienne dans la région. Donc, je répète, si l'Iran et l'Arabie Saoudite commencent à discuter, ça va dans le sens que on n'est plus dans cette phase-là dans la région. Donc je pense que tout le monde a gagné. Alors, tout le monde a gagné. Du côté iranien, il faut le rappeler, ils ont toujours dit que... Bon, c'est vrai qu'il y a l'objectif de sortir les Américains du Moyen-Orient, mais il y a aussi l'idée que la sécurité du Moyen-Orient doit être dans les mains des acteurs locaux. Très bien. Donc je vois mal les Américains complètement quitter le Moyen-Orient, mais je pense quelque part tout le monde aura à gagner si effectivement les deux gros poids lourds de la région avec la Turquie commencent à discuter entre eux. Et je pense que ce serait bon pour les intérêts des Américains aussi. Je pense que, je vous dis, c'est pas réglé encore, mais on rentrerait dans une nouvelle phase. Du côté, il me semble, du côté de l'Arabie Saoudite, ils ont aussi compris que ça sert à rien de vouloir avoir une victoire militaire contre l'Iran. Je pense que l'idée, c'est plutôt un petit peu d'adopter la stratégie iranienne, d'avancer leurs pions dans la région. Moi, je trouve que c'est bon quand des pays comprennent ça. On passe à une compétition d'ordre, on va dire, de soft power, diplomatique, économique. Et je pense que les Américains seraient gagnants si ça se passait comme ça. Très bien, M. Coville. Nous ne pouvons parler de ce rapprochement sans évoquer les autorités respectives de ces deux pays, les autorités actuelles. On l'a vu dans beaucoup de dossiers, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, adopte une posture diplomatique qui se démarque plus ou moins des positions traditionnelles adoptées par Riyad. Tawfiq Hamel, peut-on parler d'une nouvelle dynamique venant de Riyad ? Alors, globalement, l'Arabie Saoudite se trouve dans un paradoxe, dans une crise à cause en particulier de son engagement au Yémen qui lui a coûté beaucoup cher, et elle n'arrive pas à conclure cette guerre en sa faveur. D'une part, et en même temps, dans le cas de ses relations avec les États-Unis, qui étaient pendant des années le garant de sécurité de l'Arabie Saoudite, il y avait une entente entre les deux États. L'Arabie Saoudite jouait un rôle qui soutenait la stratégie américaine dans la région en particulier que ce soit dans le cadre de l'OPEP en particulier. Et sauf que au cours des dernières années, il y a des changements dans les administrations américaines et dans les priorités des États-Unis, notamment le rééquilibrage vers l'Asie. Depuis 2010, les États-Unis ont commencé à s'intéresser de plus en plus à l'émergence aux grandes puissances, en particulier la Chine et la Russie. Et à partir de là, la priorité principale des États-Unis, c'était la Chine. Dans le cas de la Russie, ce n'est qu'à partir de 2014 que la Russie est devenue la priorité numéro 1 et la Chine, c'était la seconde priorité. C'était après l'annexion de la Crimée. Dans ce cas, les États-Unis sont appelés à se redéployer vers l'Asie et il y a une sorte de désengagement. Et ce désengagement relatif suscite certaines inquiétudes auprès de l'Arabie Saoudite.
Et il y a cette question. Ensuite, la deuxième question concerne le rapprochement entre les Iraniens et les Américains. Les Américains, en 2015, il y avait un accord, l'accord nucléaire qui n'a pas été applaudi par les pays du Golfe et Israël, bien sûr. Les pays du Golfe n'étaient pas en faveur de cet accord. Pour eux, toute entente entre les Iraniens et l'Arabie Saoudite se fera nécessairement au détriment de leurs intérêts. Ça veut dire que tout rapprochement avec les États-Unis est perçu avec des inquiétudes. Ouais. Et actuellement, les Américains veulent arriver à une entente avec les Iraniens, en particulier avec la guerre en Ukraine. Alors, mais c'est à cause des États-Unis que les discussions bloquent toujours, sur le nucléaire par exemple. Alors il faut voir quel est l'objectif des Iraniens dans les négociations avec les Américains. Pour les Iraniens, toute négociation avec les Américains consiste, le but principal, c'est que l'Iran retrouve sa place de puissance régionale. Oui. Ce que les Américains ne veulent pas accorder. Même si les Américains acceptent d'accorder une telle importance pour les Iraniens, cela va se faire nécessairement au détriment des intérêts de leurs anciens alliés, notamment l'Arabie Saoudite et Israël. Et ces États, il y a tout un travail, il y a un lobbying et une résistance de ces États qui n'acceptent pas le retour de l'Iran sur la scène régionale. Oui. Souvent, il y a la question des armes nucléaires qui sont mises en avant. Et beaucoup d'analystes qui disent que voilà, les Iraniens sont obsédés par les armes nucléaires. La réalité, les Iraniens ne sont pas vraiment obsédés par l'arme nucléaire. Sur le fond, si on fait une comparaison, c'est quoi la différence entre l'énergie civile et l'énergie nucléaire militaire? La question est politique. Alors techniquement, c'est une question d'enrichissement. C'est-à-dire à un certain niveau d'enrichissement, on est dans le nucléaire militaire. Mais fondamentalement, c'est une question politique. Est-ce qu'un État a pris une décision de militariser son industrie nucléaire civile? Dans le cas des Iraniens, ce n'est pas encore le cas. Très bien. Je me retourne vers vous, François Deroche. Peut-on dire, à travers ce que vient de dire M. Hamel, que nous assistons à une redistribution des cartes au Moyen-Orient? Bien sûr, aujourd'hui il y a une nouvelle stratégie qui est en train de se profiler à l'horizon, mais moi je reste persuadé quand même que notamment l'absence de réaction des Américains face aux attaques, vous vous rappelez, en 2019, qui est à l'origine de tout cela. Ça crée à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez également, ça crée un électrochoc dans le royaume qui était normalement considéré comme l'allié principal des États-Unis, et l'Arabie Saoudite a découvert en fait que le parapluie sécuritaire américain s'était complètement fragilisé, et puis ça poussait les Saoudiens qu'ils étaient en train de perdre la compétition avec l'Iran et d'ailleurs du Yémen à la Syrie, pas uniquement au Yémen. Et puis avec l'arrivée également de Biden à la Maison Blanche, qui a décidé quand même de rompre ce blanc-seing qui était accordé aux autocrates qui étaient les Saoudiens, et il a dit de façon extrêmement claire qu'il ne donnerait plus un chèque en blanc aux responsables saoudiens. Et puis Washington, qui a montré également qu'elle voulait se désengager de la région, et puis elle s'est retirée d'ailleurs unilatéralement du nucléaire iranien, rappelez-vous également en 2018, et puis pour infliger à l'Iran des sanctions extrêmement sévères. Mais la chose la plus importante reste quand même cette guerre qui est coûteuse au Yémen. Et puis même si le climat aujourd'hui reste, il y a des escalades ces derniers mois entre Riyad et Téhéran, il y a quand même aujourd'hui, bien sûr à travers Bagdad, parce qu'ils se réunissent ni en Iran ni en Arabie Saoudite, mais à Bagdad, ces deux puissances, l'Iran comme l'Arabie Saoudite, espèrent quand même tirer des bénéfices économiques
ainsi qu'une aussi stature plus favorable sur la scène internationale. Également, monsieur Mohammed Ben Salman, il est dans une position difficile parce qu'il était quand même montré du doigt dans l'assassinat de Khashoggi, et puis il y avait l'engagement militaire financier qui était extrêmement important, et puis le Téhéran qui traverse une grave crise économique qui était liée notamment aux sanctions extrêmement sévères depuis 2018, et puis les deux populations souffrent également. Vous savez, le Covid-19 est passé par l'Iran et ça a fait des ravages. Donc il y avait des critiques qui fusaient au sein de la République islamique, et puis le prince héritier, en fait, également s'est rendu compte qu'il s'est engagé de manière totalement imprudente dans cette guerre qui devient interminable. Oui. Si vous permettez, je reviens vers Thierry Coville. Toutes ces mutations géopolitiques coïncident avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Est-ce un hasard selon vous? J'ai pas compris. Coville. Oui, j'ai pas entendu. Oui, alors toutes ces mutations géopolitiques coïncident, je l'ai dit, avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Est-ce un hasard selon vous? Alors, y a-t-il un lien? Non, mais ce qui est clair, c'est que ce conflit en Ukraine peut contribuer effectivement à un impact sur cette rivalité. Comme vous le savez sans doute, l'Iran, dans les différents votes aux Nations Unies, a clairement montré son soutien à la Russie. Très clairement, pour des raisons stratégiques encore, à cause du rôle de la Russie dans les négociations sur le nucléaire iranien, à cause de l'alliance avec la Russie en Syrie, à cause de l'alliance avec la Syrie en Asie centrale, il n'est absolument pas question, ce serait un énorme risque pour les autorités iraniennes de changer d'alliance. Donc c'est vrai qu'à travers ce conflit en Ukraine, on voit bien l'équilibre stratégique. L'Iran reste allié avec la Syrie, mais avec la Russie, pardon. Par contre, il faut faire attention, c'est que l'Iran, il y a les intérêts stratégiques, il y a la réelle politique. L'Iran, c'est jamais blanc ni jamais noir. Vous savez, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de la guerre en Ukraine, vis-à-vis de la Russie, plutôt dans les camps modérés. Il y a des mauvais souvenirs en Iran par rapport à l'impérialisme de la Russie au 19e siècle en Iran. Donc, on va dire que c'est un soutien de réel politique. Mais vous avez raison, c'est important en Iran. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est si jamais ces négociations sur le nucléaire n'aboutissent pas, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie alternative. Mais les durs en Iran qui sont au pouvoir actuellement, et je pense que leur plan B, ce serait effectivement une alliance encore plus importante qu'aujourd'hui avec la Chine et la Russie. Donc là, on voit effectivement cette division du monde qu'on voit actuellement. Donc on assiste beaucoup plus à un rapprochement, selon vous, porté sur l'extrême-orient. Sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, il y a déjà un accord, vous devez le savoir, je crois de 40 ans avec la Chine. L'Iran aimerait bien négocier de 20 ans avec la Chine. L'Iran aimerait bien négocier le même accord avec la Russie. Donc moi j'ai peur que si jamais les négociations sur le nucléaire n'aboutissent pas, on ait encore plus de fractures, parce que là, quelque part, l'Iran n'aura pas le choix. L'Iran n'aura pas le choix et devra vraiment avoir une alliance encore plus forte qu'aujourd'hui avec la Chine et la Russie. Et compte tenu des tensions actuelles, on aurait des divisions encore plus importantes sur le plan international. Oui. Monsieur Thierry Coville, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Iran. Était avec nous aujourd'hui également Toufiq Hamel, docteur en histoire militaire, spécialiste des questions internationales. Nous avions également avec nous pour intervenir François Deroche. Il est président de l'association Justice et Droit sans frontières. Merci beaucoup, messieurs. C'était tout donc pour ce numéro de l'édition spéciale de ce lundi. Restez avec nous sur Al24 News. Ne manquez pas le journal de 19h. Il vous sera présenté par Nouhad Belkhadem. Très bonne écoute.